Bien, bonjour à tous, je vous remercie beaucoup de votre présence ce matin. Et donc je voudrais commencer par remercier pour leur précieuse collaboration dans l'organisation de ces journées mes deux éminents collègues, à ma gauche et à ma droite, qui sont bien meilleurs spécialistes que moi des questions qui vont nous occuper aujourd'hui et vendredi prochain. Vraiment, je leur suis reconnaissante d'être venus me prêter main forte. Anne Tomich, professeur de littérature comparée ici à Paris-Sorbonne, responsable du programme de recherche Genre et Autorité, qui est mené conjointement dans le cadre du CRLC et du LABEX Aubeville, et Romuald Foncois, professeur de littérature francophone à Paris-Sorbonne et directeur du Centre international d'études francophones. Alors, plutôt que de reprendre tout l'argumentaire scientifique de cette double journée d'études, puisque nos invités vont traiter beaucoup mieux que moi et en détail toutes ces questions qui nous rassemblent, je voudrais plutôt dire quelques mots pour replacer ce moment de la réflexion, à savoir la question des pratiques contre-narratives au prisme du genre et du fait colonial, dans le cadre du projet de recherche au sein duquel il prend place. Donc le projet Fiction littéraire contre storytelling, projet que je coordonne dans le cadre du CRLC et du LABEX Aubeville, un projet qui est en effet maintenant dans sa 3e et dernière année. Il va en effet prendre fin bientôt avec le colloque de clôture que j'organise avec Judith Sarfati-Lanterre le 22, 23, 24 juin, dont je redirai un mot très rapidement. Donc depuis bientôt 3 ans, cette recherche consiste, pour le dire en termes très généraux, à mettre en regard deux sortes d'usages du récit aujourd'hui. Des usages qu'on peut dire littéraires, avec toutes sortes de guillemets d'un côté, et de l'autre, un ensemble de pratiques instrumentales du récit qui se caractérisent par la mise au service des charmes et des ficelles de la narration à des fins persuasives, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans la publicité ou dans la vie politique, autrement dit ce qu'on appelle aujourd'hui en France le storytelling ou communication narrative. La problématique d'ensemble de cette recherche pourrait donc s'énoncer de la façon suivante. Qu'est-ce que le storytelling dans son sens restreint de stratégie de communication narrative emprunte exactement à cet art de conter, storytelling, dans l'acception traditionnelle du terme anglais, dont relève peu ou prou, fût-ce pour s'en défendre, la fiction littéraire. Que reste-t-il en propre à la fiction littéraire, d'irréductiblement autre et irrécupérable par la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, pour reprendre le sous-titre offensif du livre de Christian Salmon paru en 2007, intitulé Storytelling, et d'où l'idée de cette recherche est partie. Un livre qui conclut à l'antagonisme entre le nouvel ordre narratif, dans lequel baignent désormais les échanges communicationnels à tous les niveaux de notre société mondialisée, et la fiction littéraire, entendue comme une contre-narration, dont la valeur consiste, ni plus ni moins, à donner aux hommes, je cite Christian Salmon, les moyens intellectuels et symboliques de penser leur vie. Contre ce nouvel ordre narratif, dont il expose les rouages avec une verve polémique dont on a pu lui reprocher certains excès, Christian Salmon appelle à la lutte des individus pour leur émancipation, et ses propos conclusifs sont en fait assez optimistes. Alors, je cite le dernier paragraphe de l'ouvrage. « Cette lutte a déjà commencé, elle se fraye un chemin dans le tumulte d'Internet et le désordre des stories, elle s'éveille à des pratiques nouvelles et minoritaires, échappant largement au regard des médias dominants, mais dont la puissance est bien réelle. » Ici, il donne en exemple le manifeste de Lars von Trier intitulé « Défocalisé », je passe, et il conclut « L'essor du storytelling n'annonce donc pas forcément un nouvel âge orwellien. À travers l'injonction au récit lancée par toutes les instances du pouvoir, nous assistons bien à l'émergence d'un nouvel ordre narratif. Mais s'affirment aussi en résistance des pratiques symboliques visant à enrayer la machine à fabriquer des histoires, en défocalisant, en désynchronisant ces récits. Rien de moins qu'une contre-narration. Comme l'écrivait Michel Foucault, il faut entendre le grondement de la bataille. Ce livre voudrait y contribuer. » Donc, on retrouve chez Salmon, dans le sillage de Deleuze et surtout de Foucault, une conception de la création de soi, création artistique comme avers et revers de la même médaille ici, une conception de la création comme détournement de la contrainte, résistance, stratégie de contournement, comme bataille perpétuelle avec la norme et en somme comme activité politique. C'est parce qu'il y a du pouvoir, de la norme, du contrôle qu'il peut y avoir création singulière, par contournement, détournement, déviation par rapport aux conduites prescrites. Et cette grille de lecture foucaldienne s'est révélée finalement très pertinente, notamment dans le cadre du séminaire qui s'est tenu pendant 2 ans à la Maison de la Poésie,
et dont le principe était de faire dialoguer des universitaires avec des écrivains à propos de leur pratique d'écriture. En l'occurrence, la quinzaine d'écrivains qui sont intervenus dans ce séminaire a paru faire spontanément et fermement la différence entre les pratiques, chacun fait la différence entre sa propre pratique artistique et le storytelling ambiant, à partir duquel et d'une façon ou d'une autre contre lequel cette pratique se produit. Or, ces auteurs ont en commun la conscience d'une responsabilité éthique de la forme, et pour parler en termes très généraux, on peut dire qu'ils souscrivent à l'idée d'une politique de la littérature, au sens minimal de pratique contre-narrative, au sens où leurs paroles cherchent à faire entendre justement ce grondement de la bataille qu'évoque Foucault. Donc tous ces écrivains se sont reconnus dans l'idée d'écrire d'une manière ou d'une autre contre le storytelling. Pour autant, ils n'écrivent pas contre le récit et ses pouvoirs en général. Et ainsi, c'est aussi ce qu'ont montré les études de texte lors du colloque de juin dernier et lors des précédentes journées d'études. Ce que le contre-récit artistique et littéraire rejette ou contourne ou prend à partie dans le storytelling d'aujourd'hui, ce sont essentiellement les valeurs actuellement dominantes du récit néolibéral, ces valeurs que construisent et diffusent ces stories préformatées, de même que la littérature des périodes antérieures a pu prendre en charge le contre-récit des mythes idéologiques qui étaient alors dominants dans la société. Très loin d'un refus du récit, on a donc pu arriver à l'idée que c'est bien plutôt la notion d'engagement, non pas au sens peut-être périmé d'une littérature engagée, mais au sens d'une politique de la littérature, d'une résistance opposée aux différentes formes d'assujettissement des individus par le pouvoir néolibéral, ou bien, dans les termes de Jacques Rancière, la conscience de la création littéraire comme remise en jeu du partage du sensible. C'est cette notion qui permet de parler de contre-storytelling ou d'anti-storytelling aujourd'hui. Alors, cela dit, restait la question de la nouveauté des notions de storytelling et de contre-narration. Alors, pour ce qui est du storytelling, c'est une question de définition plus ou moins restrictive du terme. Si on parle bien d'une technique de communication développée dans le management et le marketing dans les années 90, on a la réponse. Et dans ce cas, on parle bien d'un phénomène qui est inséparable de la mondialisation néolibérale d'une part et de la révolution numérique d'autre part, ce qui pose toutes sortes de questions qui feront l'objet du colloque de clôture en juin prochain que j'organise avec Judith Sarfati-Lanterre et qui s'intitule « Pratique contre-narrative à l'ère du storytelling, littérature, audiovisuel, performance », au cours duquel il s'agira de voir comment, dans le nouvel espace performatif que constitue le storytelling aujourd'hui, en tant que dispositif transmédiatique et fondé sur le brouillage des cadres pragmatiques d'énonciation de ces messages, comment donc dans ce nouvel espace performatif, les pratiques de résistance critique au storytelling délaissent volontiers les formes traditionnelles de l'œuvre de fiction littéraire ou cinématographique pour se faire elles aussi transmédiales. Il s'agira de voir aussi comment ces pratiques minoritaires se servent de la théâtralité inhérente à la performance artistique pour déconstruire les assignations socio-identitaires qui sont performées, quant à elles, par les médias dominants. Ou encore, il s'agira de voir comment ces pratiques minoritaires s'attachent à problématiser la frontière du vrai et du faux, du réel et du fictionnel, que le storytelling s'ingénie précisément à escamoter. Donc le colloque de juin prochain s'intéressera en priorité à ces pratiques artistiques contre-narratives qui débordent le champ littéraire traditionnel, tout en lui restant attachées de manière originale. Mais à l'inverse, on pouvait penser que la résistance contre-narrative de la littérature n'avait pas attendu le développement des agences de storytelling pour s'exprimer. Et c'est du moins l'hypothèse qui a guidé le colloque que nous avons organisé, Judith et moi, en juin dernier, qui s'intitulait « Littérature contre storytelling avant l'ère néolibérale, pour une histoire des contre-récits littéraires depuis le XIXe siècle ». L'idée était de partir de cette hypothèse, à savoir la persistance dans la longue durée de l'histoire littéraire depuis le tournant de la Révolution française, d'un engagement éthique contre-narratif de la littérature. Autrement dit, l'hypothèse qu'une caractéristique de la littérature, telle que définie par Rancière, comme ce mode historique de visibilité des œuvres de l'art d'écrire né dans le siège de la Révolution romantique, pourrait être la résistance multiforme qu'elle oppose au récit mythique qui structure l'idéologie dominante et la morale publique d'une société à un moment donné de son histoire. En essayant de baliser les grandes étapes des changements qui affectent les récits dominants du XIXe siècle à nos jours, par exemple les mythes révolutionnaires, les romans nationaux des différentes nations, les propagandes totalitaires autour des 2 guerres mondiales, les histoires officielles de la colonisation et des décolonisations, etc.
l'ambition lointaine de ce colloque était de dessiner les linéaments d'une histoire alternative des engagements littéraires qui soit attentive aux variations éthiques, politiques, formelles qui affectent les modalités contre-narratives de la création littéraire d'un lieu à l'autre, d'une époque à l'autre, en fonction des récits dominants qu'elle prend en charge pour les mettre en jeu et en question. Et donc c'est dans le prolongement de ce colloque que se situent les journées d'études qui nous rassemblent ici, face au storytelling du dominant, pratique contre-narrative au prisme du genre et du fait colonial. En effet, même si la question avait été abordée ponctuellement par telle ou telle communication lors du colloque, il semblait indispensable de consacrer un moment de réflexion approfondie à ces champs de manœuvre du contre-récit déjà bien répertoriés, que sont les discours dominants sur le genre d'une part et sur le fait colonial d'autre part. Bien répertoriés au sens où il existe toute une tradition d'études féministes d'une part, d'études postcoloniales d'autre part, qui a d'assez longue date mis en lumière la dimension contre-narrative d'œuvres littéraires centrées sur la contestation des assignations genrées ou sur le contre-récit de l'histoire officielle produite par tel ou tel colonisateur. En fait, la question de la contre-narration, vue au prisme du genre et du fait colonial, touche au cœur même de la problématique d'ensemble de ce projet de recherche qui voudrait contribuer à la réflexion sur ce que peut être une politique de la littérature. Parce que le tournant performatif des années 90 dans les sciences humaines a mis en évidence le lien entre narration et renforcement, ou au contraire détournement, des épinglages identitaires qui sont consubstantiels au rapport de domination. Je pense par exemple à l'ouvrage collectif dirigé par Patrick Farge, Cécile Chamayoun et Perrine Emel Yavuz, qui s'appelle Le lieu du genre, la narration espace performatif du genre, qui est paru aux presses de la Sorbonne Nouvelle en 2011, qui expose clairement cette idée, je cite simplement de la présentation de l'ouvrage. Dans le sillage du performative turn, il devient possible de penser le genre comme l'un des éléments constitutifs de l'acte narratif. Le genre est le résultat d'un dire qui est dans le même temps un faire. Dire « je suis femme » ou « homme », c'est en partie se constituer en tant que tel. La narration de l'identité de genre apparaît alors comme une éternelle refiguration, c'est-à-dire une manière signifiante pour soi d'arranger et d'agencer son récit de soi pour les autres. Dès lors, la narration de soi fonctionne comme un espace performatif de représentation, construit par le sujet, et au sein duquel il se définit in medias res dans une constante évolution. Fin de citation. Or, on peut sans problème, il me semble, étendre ce constat aux assignations identitaires en termes de classe et bien sûr de race, pour reprendre les catégories diversement équivoques qui se combinent dans les processus de domination que s'attachent à déconstruire les nouveaux discours critiques intersectionnels ou décoloniaux, pour employer des termes qui ne sont peut-être pas encore familiers à tout un chacun, mais qui le seront sûrement à la fin de la journée, ce qui m'évite d'en dire plus. De même qu'on peut à son tour étendre cette idée de la narration comme espace performatif des épinglages identitaires, du récit de soi au vaste champ de la fiction littéraire, peuplé d'égos expérimentaux, pour reprendre la définition que donne Milan Kundera des personnages romanesques, égos expérimentaux chargés de performer de manière plus ou moins conforme ou subversive, plus ou moins contradictoire, oxymorique, indécidable, voire incohérente, les rapports de pouvoir qui les constituent comme sujet dans l'univers de la fiction. Et c'est à ce titre, peut-être, que poursuivre la piste ouverte par Xavier Garnier dans sa conférence au séminaire Genre et Autorité de mars 2015, la littérature serait peut-être elle-même intersectionnelle, c'est-à-dire capable de prendre en charge, de dire, peut-être de surmonter, et ce serait alors sa force politique propre, surmonter les apories et les contradictions qui embarrassent toujours les discours d'empowerment militant. Voilà une question à laquelle, parmi d'autres, je pense que les communications d'aujourd'hui et de vendredi prochain vont apporter quelques réponses. Donc je vous remercie de votre attention et je laisse tout de suite la parole à Xavier Garnier qui va ouvrir notre première session consacrée justement aux fictions de l'intersectionnalité. Je vous remercie. Alors, nous allons commencer une première session qui a comme titre « Fiction de l'intersectionnalité » avec deux interventions. Et on va commencer par Yolène Parizeau, qui enseigne à l'université de Rennes, Rennes 2, qui travaille beaucoup sur les littératures caribéennes, et qui vient de publier un collectif, enfin en 2013,
en 2016, qui vient de publier un collectif pour un récit transnational, donc la fiction au défi de l'histoire immédiate, avec Charline Pluvinet. Et un autre ouvrage que je signale sur les questions du genre et migration postcoloniale, lecture croisée de la norme. Là, celui-ci était en 2013. Et donc aujourd'hui, le titre de son intervention, Fiction de passing, scénographie genrée des contre-littératures face au storytelling des dominants. Merci. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, ça va. Merci Xavier. Je voulais remercier Daniel, Anne et Romuald d'avoir organisé cette première journée et puis suivi d'une seconde tout aussi intéressante. Le programme est très alléchant. Donc, par où commencer finalement à partir de quel storytelling les littératures dites postcoloniales développeraient-elles des pratiques contre-narratives? S'il s'agissait juste de montrer en premier lieu quelles ces littératures dites postcoloniales se définissent comme des contre-littératures, pour reprendre l'expression de Bernard Moralis, ou comme des contre-narrations de la nation, pour citer Baba, en raison des stratégies de subversion du discours colonial ou du récit historiographique occidental qu'elle déploie, ou par la réécriture du canon littéraire européen, de l'exotisme, de la littérature coloniale qu'elle propose, il faudra encore s'interroger sur la relation entre pratique contre-narrative et contre-discours. Je crois que ce sera l'objet de communication un peu plus tard dans la journée. S'il s'agissait ensuite de montrer que les histoires racontées par les femmes colonisées, subalternes par excellence selon Spivak, seraient des narrations dissidentes au carré, visant l'autre dominant, en l'espèce des discours de décolonisation masculins, ou de la négritude comme fiction essentialiste, j'enfoncerai là des portes ouvertes, sans avoir affronté le problème du storytelling. La proposition de confronter finalement le storytelling aux littératures postcoloniales tient en effet de la provocation. J'en veux pour preuve l'embarras d'Yves Citon, qui dans Mythocratie revient à plusieurs reprises sur la distinction, et d'ailleurs il finit par effacer cette distinction, entre le soft power du storytelling néolibéral des démocraties en perte d'imaginaire, ou du moins en proie à l'hégémonie d'un imaginaire de droite, et les formes de domination dure, hard power, parmi lesquelles il cite justement l'esclavage, dont la mémoire marque durablement le corpus sur lequel j'entends m'appuyer aujourd'hui. J'en veux encore pour preuve la réception polémique du premier ouvrage sur la question de Christian Salmon, Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. Et au-delà, le reproche, également adressé d'ailleurs à Yves Citon, notamment par Françoise Lavocat et plus récemment par Daniel Perrault-Corpet dans un article encore inédit, mais que j'ai eu la primeur de lire, de confondre l'art de raconter des histoires et la fiction efficace ou utile. Un reproche auquel Christian Salmon fait d'ailleurs un sort dans la postface ajoutée à la réédition de 2008. Pour le corpus qui m'occupe, on court en effet le risque de reconduire la réception instrumentalisante des littératures engagées qui auraient vocation à documenter ou à témoigner. Et il n'est pas certain, loin de là, que l'intersectionnalité, donc ce concept qu'on doit à Kimberlé Crenshaw et qui est censé aider à penser la relation entre les rapports de domination concernant la race, le genre et la classe, il n'est pas sûr que l'intersectionnalité permette de sortir de l'ornière. Qu'est-ce que la littérature aurait à faire de la race comme du genre ? Je m'explique. Qu'elle soit concernée par les réalités sociopolitiques d'importance majeure que sont la stigmatisation, les discriminations et les inégalités, cela ne fait pas de doute. Mais comment peut-elle intégrer un concept dont le champ de pertinence est celui des sciences sociales ? Justement, semble répondre Xavier Garnier dans la conférence que Daniel vient de citer, et que je cite à nouveau, « Si les discours sociaux, dit-il, sont de nature catégorielle, ce qui leur donne leur force, la littérature est intersectionnelle, ce qui lui donne son énergie. » Justement, répondrai-je ici, les fictions
de Passing, par référence donc à cette stratégie de subversion de la One Drop Rule états-unienne dans le contexte de ségrégation raciale, mais aussi, vous le verrez, par usage métaphorique. Ces fictions qui s'affrontent à la question de l'existence de la race, ou pour le dire autrement, à sa réduction encore très largement répandue à l'idée que ce ne serait qu'une fiction collective. Je me ferai donc l'avocat du diable en m'engouffrant à la fois dans la brèche du postcolonial et du storytelling et en me demandant s'il est possible de trouver des raisons plus ou moins objectives, autres que l'âge, pour expliquer que je ne lise plus certaines écrivaines de la créolité, que j'ai un véritable engouement pour Zadie Smith ou Marie Vieux-Chauvet, ou que je sois dubitative face au succès commercial d'Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Sous la catégorie fiction de Passing, je voudrais donc rassembler quelques textes états-uniens et caribéens francophones et anglophones qui ont la particularité d'interroger, à partir de ce paradigme et de cet héritage, le propre de la fiction littéraire. Je voudrais donc m'intéresser dans un premier temps à cette question de l'ambivalence de la fiction, du storytelling, du mythe, pour en venir dans un deuxième temps à l'articulation entre scénographie et scénarisation dont parle Yves Citon. On pourrait partir justement de cette première question d'Yves Citon dans Mythocratie. Y a-t-il une malédiction incurable ou une faute originelle dans le fait de raconter des histoires? Inauguré en 1912 par The Autobiography of an Ex-Colored Man de James Weldon Johnson, le genre littéraire du passing donnait à entendre au lecteur WASP l'expression de la conscience dédoublée que les catégories légales de la discrimination imposaient aux Africains américains. La thématisation de la ligne de couleur et de sa transgression par la littérature n'est pas une invention de ce genre. En effet, celui-ci est largement héritier, pour rester dans la même tradition littéraire, du roman mettant en scène les personnages du Tragic Mulatto ou de la Tragic Mulatta, la nouvelle de Cradroons, Les Carterons, 1842, de Lydia Maria Child, et le roman Clotel, or The President's Daughter, 1853, de William Wells Brown, par exemple. Dans le domaine francophone, il faudrait citer un texte antérieur, Ourika, 1823, de Claire de Duras, et toute la filiation jusqu'à Nini Mulatresse du Sénégal, 1947, d'Abdoulaye Saïji, un auteur qui se dit philanthrope et qui dit encore qu'il aimerait bien que son récit ne fût qu'un simple document arrangé parmi les pièces d'archives vétustes et millénaires. Mais le roman de Nella Larsen, qui reprend finalement dont le titre donne son nom au genre, donc Passing, 1929, d'abord intitulé Nig, comme le surnom que l'un de ses personnages, Claire, qui est en fait la mulatresse qui est passée, accepte de son mari blanc et raciste, ignorant de son identité raciale. Ce récit, Passing, s'ouvre sur une épigraphe tirée de Heritage de Conti Cullen, en même temps qu'il est dédié à Carl von Vechten, auteur du controversé Nigger Heaven, 1926, critiqué par Dubois, défendu par Langston Hughes, Zora Neale Hurston et James Weldon Johnson. Nella Larsen, qui, on le comprend à lire sa correspondance justement avec von Vechten, savait particulièrement bien jouer du récit de ses origines antillaises, use ici du passing pour confronter le débat sur la race des années 20 à la tradition du roman bourgeois africain-américain. Elle joue aussi de la double focalisation donc sur ces deux personnages féminins, Irene et Claire, donc deux métisses, dont l'une a fait le choix de passer pour blanche et l'autre de se développer au sein de la bourgeoisie africaine-américaine. Donc elle joue aussi de cette double focalisation pour critiquer de l'intérieur les identités assignées par les narrations de la Renaissance de Harlem. Si cette fiction de passing au féminin a pu être analysée par Judith Butler sous l'angle de la queer theory, comme mise à l'épreuve, je cite, des limites discursives du sexe, le non-dit, le sous-texte, le secret, tout ce qu'analyse justement Butler dans une perspective discursive, renvoie, me semble-t-il, à la faute originelle de la littérature, pour revenir à la question d'Yves Citon. Plutôt que de relier
comme le fait Dorothy Stringer dans Not Even Past, Race, Historical Trauma and Subjectivity. L'intrication de la race et du sexe dans Passing, à la biographie de Larson. Elle évoque le fait que la mère de Larson était une femme blanche, donc soupçonnée d'être une prostituée parce qu'elle avait une enfant métisse. Il faudrait sans doute observer que le stéréotype justement de la métisse prostituée a beaucoup à voir avec le sentiment d'imposture de l'écrivain. Quelques exemples, rapidement. La trilogie de l'haïtienne Marie-Vieux Chauvet, Amour, colère, folie, 1968, et notamment le deuxième volet de la trilogie, Colère, où le viol consenti de la mulâtresse Rose s'auto-justifie par une référence au film de Turner, Catch People. Rose s'identifie au personnage de la panthère. En même temps, ce volet, Colère, c'est-à-dire qu'on considère souvent cette trilogie comme la réunion de 3 récits indépendants, il me semble qu'il y a quand même une progression intéressante et que ce volet, qui se concentre sur cette idée de sacrifice consenti, est une introduction au 3e, Folie, qui a la particularité d'être la première fiction d'auteur caribéenne, autour d'un personnage d'écrivain. C'est d'ailleurs une autre romancière d'origine haïtienne, Edwige Dantica, qui le note dans son essai Créer dangereusement, au moment où elle parle de mythe de création, et où l'on comprend que ce mythe de création doit tout autant à un événement relevant de la manipulation des médias par le hard power, un événement qui s'inscrit dans le contexte de la dictature duvaliériste, qu'aux stratégies justement de détournement de cette violence dictatoriale par Marie Chauvet. Autre exemple, celui du statut de l'ambiguïté sexuelle chez Marie Scondé, notamment dans ses lanières coucoupées, dont le personnage éponyme est à la fois une métisse dont on ne connaît ni les origines ni la nature, dont on ne sait si elle est victime ou criminelle, un monstre qui ne doit sa survie qu'au talon de couture d'un docteur Frankenstein, et enfin une femme à la sexualité marginale que la rumeur publique soupçonne de sorcellerie. Dernier exemple, que penser enfin de l'héroïne d'Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, lavant la souillure d'une prostitution éphémère et due à la réalité économique de la migration, dans l'écriture d'un blog, d'abord baptisé Race-Tinth, ou quelques observations intéressantes sur la négritude en Amérique par une noire non-américaine. En quittant le Nigeria pour Philadelphie, ce personnage, Ifemelu, découvre l'anthropologisation de la femme noire dans le contexte des sociétés esclavagistes. Quant à l'écrivain, Chimamanda Ngozi Adichie, en passant de l'hibiscus pourpre, son premier récit, qui renvoyait à l'histoire très immédiate du Nigeria, à Americana, elle semble accepter l'héritage de la tradition littéraire issue de la culture de plantation, tandis que les posts du blog, donc d'Ifemelu, destinés à expliquer le tribalisme américain et le vécu des Noirs américains aux Noirs non américains, rejoue quelque chose de cette ligne de faille entre communauté bossale et communauté créole, dans le contexte de la société esclavagiste, deux communautés irrémédiablement séparées par autant de secrets non partagés. J'ai essayé de montrer ailleurs, à partir des travaux d'Elsa Dorlin sur la matrice de la race, le lien que l'on peut faire entre l'anthropologisation du corps noir féminin et l'histoire littéraire comme récit de la nation. Je ne rentre pas dans les détails ici. Il me semble surtout que l'intersectionnalité dans les littératures caribéennes et africaines-américaines ne saurait se réduire au simple topos de ce que Marie Scondé appelle le sédiment des générations. Cette faute justement qui se transmettrait depuis l'esclavage. Un topos qu'épuiserait une approche relevant des trauma studies, qui finalement est un paradigme auquel on recourt très fréquemment. Plus encore que le marqueur de parole de Chamoiseau, responsable de la disparition du conteur, le maître de la parole, la figure de la traîtresse, qui a en charge la transmission du récit de la communauté dans l'espace de la nuit, et la responsabilité de sa possible trahison, a à voir avec la culpabilité de la littérature, et tout particulièrement de la fiction. Dans les derniers rois mages de Marie Scondé, la machine romanesque du désenchantement romantique, héritée du renoncement personnel de l'auteur au mythe du retour en Afrique, confronte l'histoire familiale du Guadeloupéen Spéraud, peintre raté, fan de tambour, et à en croire les cahiers de Djéré
son grand-père descendant du roi Béhanzin, au dévouement sans faille de Déby à la cause africaine-américaine. Le récit de Maryse Condé renvoie dos à dos le dogmatisme de la négritude et celui de la Harlem Renaissance. Selon le principe d'une littérature populaire, dans le sillage de la créolité, le personnage de Déby s'attache notamment à recueillir les mémoires d'Agnès Jackson, qui, je cite, avait très bien connu Langston Hughes, Paul Robeson, Richard Wright et entretenu une volumineuse correspondance avec Zora Neale Hurston. L'entreprise est cependant compromise par la fâcheuse tendance de la vieille dame à confondre dans ses souvenirs ses différents amants. Dans Americana, Ifemelu, qui rêve, je cite, de connaître les histoires des autres, profite de sa rupture avec celui qu'elle appellera l'ex-blanc sexy pour écrire son premier poste dont elle donne la primeur lors d'un dîner chez un couple franco-américain et en présence d'une poétesse haïtienne. J'en cite un extrait. « La solution la plus simple au problème de la race en Amérique, l'amour romantique, pas l'amitié, pas le genre d'amour sûr, superficiel, dont l'objectif est de préserver le confort des deux personnes. Mais le véritable amour romantique profond, celui qui vous affole et vous laisse pantelant, qui vous fait respirer à travers les narines de votre bien-aimé. Et parce que cet amour profond est si rare, parce que la société américaine est organisée de manière à le rendre encore plus rare entre noirs américains et blancs américains, le problème de la race en Amérique ne sera jamais résolu. » Alors, l'audience à laquelle elle donne lecture de ce blog est confondue, à l'exception de l'hôtesse française qui s'écrit « C'est une histoire merveilleuse ». Quant au blog lui-même, on y discute de la représentation de l'histoire dans la culture populaire à partir de l'exemple de Roots, on y joue Achebe contre Naipaul et son regret de l'Europe, et il devient un projet qui va assurer à Ifemelu une véritable success story, lui permettre le retour au Nigeria, où il connaîtra d'ailleurs un prolongement, et un dénouement, et permettre un dénouement de l'histoire, conforme aux règles de la love story. Ifemelu retrouve Obinze, avec lequel elle avait rompu toute correspondance, lorsqu'elle avait dû se vendre et qui a fait de son côté l'expérience du vécu noir en Grande-Bretagne. Americana, dont le titre évoque assez ce que Anne-Emmanuelle Berger dit de l'utopie des Africana Studies, se termine sur cette dernière phrase « Ciel », dit-elle enfin, entre. Ciel, c'est le surnom qu'elle donne à Obinze. Mais enfin, il n'empêche que ça se termine par ciel, dit-elle enfin, entre. J'y entends comme un écho à la fin d'Erasure de Percival Everett, grand Dieu, je passe à la télé. À l'instar de l'écrivain contempteur du ghetto novel à la Saphir, pris in fine au piège de sa parodie, Chimamanda Ngozi Adichie, dont le personnage trouve son bonheur dans la non-résolution du problème de la race en Amérique, peine à s'extraire de la scénographie postcoloniale. J'en viens justement donc à cette articulation scénographie-scénarisation de monde possible. Ce qui me frappe aussi, c'est la coïncidence entre le narrative turn des années 90, qui vit, comme l'explique Christian Salmon, le revival du storytelling aux États-Unis, un pays longtemps assimilable, dit-il, à un horizon narratif, et l'engouement pour les littératures postcoloniales qui auraient su conserver le sens du récit, de la fable et du rapport au monde. C'est l'argument principal du fameux manifeste pour une littérature monde en français. L'Empire a confisqué le récit, c'est cet incroyable hold-up sur l'imaginaire que raconte ce livre, écrit encore Christian Salmon, un pouvoir de narration qui s'exercerait directement sur l'imaginaire des individus. On pourrait le rapprocher de ce que dit un personnage d'Americana. L'idéologie est déterminante dans ce pays, il s'agit des États-Unis, s'agissant de la fiction. Tu lis des romans américains pour savoir comment les Américains blancs tordus font des trucs bizarres à des blancs normaux. On se rapproche de la scénarisation dont parle Yves Citon et qu'il conçoit comme métaleptique, je cite, précisément en ce qu'elle articule un scénario fictif imaginé pour l'avenir avec la facilitation effective de l'advenir réel de cette fiction. Au-delà de l'efficacité de la fiction et en faveur de la fiction esthétique, sans doute faut-il revenir, et chez Christian Salmon et chez Yves Citon, l'appel à un retour à l'imaginaire par le contre-récit, par la contre-narration, par le dispositif foucaldien dont parlait Daniel à l'instant. C'est là que la fiction littéraire a son rôle propre à jouer, c'est là que les contre-littératures déjouent véritablement le storytelling des dominants en affirmant ce qu'elles ont en propre. Arioun Appadurai ne dit pas autre chose. Tout nous prouve, écrit-il, que dans chaque région du monde, les images proposées par les médias sont rapidement passées au filtre de l'ironie, de la colère, de l'humour et de la résistance locaux. Je ne sais pas si c'est encore juste aujourd'hui. En tout cas, il semble que ce soit un vœu, la littérature.
On pourrait citer également Glissant, notamment dans le manifeste pour les produits de haute nécessité, ce manifeste signé avec d'autres au moment des grèves de 2009. Par cette idée de haute nécessité, nous appelons à prendre conscience du poétique déjà en œuvre dans un mouvement qui, au-delà du pouvoir d'achat, relève d'une exigence existentielle réelle, d'un appel très profond au plus noble de la vie. À l'instar de la défenestration de Claire dans Passing, que la critique a parfois interprétée comme une concession de Nella Larsen au topos de la tragic mulatta suicidaire, les possibles métalepses diégétiques qui servent de clôture à Erasure et Americana sont des fins ouvertes, où la littérature hésite entre ironie et mélancolie. La différence entre Everett et Larsen, ou Adichie, c'est que dans les fictions de Passing intersectionnelles, l'hésitation mine continuellement l'écriture, comme un texte caché opposé au texte public, pour reprendre les catégories utilisées par James Scott dans La domination et les arts de la résistance, fragment du discours subalterne, d'ailleurs largement cité par Yves Citon. Citon note notamment comme intéressant le passage de l'infrapolitique à l'intrapolitique, je cite, où la frontière entre le texte public et le texte caché est de plus en plus à situer au sein même de mes pensées, de mes ambivalences et de mes clivages internes. Si elle procède d'un concept dû à Kimberlé Crenshaw, auquel on a pu reprocher un fonctionnement accumulatif, l'intersectionnalité littéraire écrit une contre-histoire en mode mineur ou en filigrane, fait affleurer le queer, pour reprendre l'analyse que propose Butler de Passing, ou se noue autour de l'intraduisible, celui du terme passing, justement, qu'on ne parvient pas à traduire en français. Il y a deux traductions récentes du roman de Nella Larsen, une qui reprend purement et simplement passing, et l'autre qui tente de rendre poétiquement par clair-obscur. Ce passing qui est justement l'inversion de la non-coïncidence entre métis et mixed race, et on pourrait aussi mentionner l'usage propre à Larsen du terme sardony, qu'on traduit en général par ironie, mais ce n'est pas exactement la même chose. L'intersectionnalité littéraire cultive l'ambiguïté, telle celle qui caractérise donc ce rire sardonique, compulsif, répétitif, qui procède, dans le récit de Nella Larsen, de l'impuissance d'Irene à trahir l'identité invisible de Claire. Comme le note Dorothy Stringer, ce rire s'éloigne à la fois du pathos et du discours moralisateur. À la différence du masque de l'imitation qui reste collé à la peau, il tient du carnavalesque, des saturnales, selon l'image qu'utilise James Scott pour décrire ce moment où la frontière entre le texte public et le texte caché est forcée. Les commentaires d'auteurs chez Maryse Condé, qui jouent de l'horizon d'attente, sont du même ordre. Ainsi de l'incipit de Sélanir Coucoupé. Je cite, au début de cette histoire, mais est-ce le début? Où en est le début? Mystère et boule de gomme. Ou encore, dans Les Belles Ténébreuses, quelle étrange trajectoire que la sienne, par heure devenue écrivain, tous les chemins mènent-ils donc à la littérature? C'est ce que se demande la romancière au sujet de son personnage de serial killer. Dans ce récit, Les Belles Ténébreuses, lorsque la trame principale, celle d'un polar politico-scientifique situé dans les arcanes d'une dictature quelconque et dans les zones d'ombre de la mondialisation, trouve des ramifications dans le roman familial de Kassem, le lecteur se réjouit d'abord, s'insurge ensuite de tant de circonstances atténuantes. L'enfance dans un foyer qui n'a rien à envier à celui des Thénardier, l'acharnement de la fatalité sur ce métis errant, l'homosexualité, finalement, et qui semble, somme toute, ornementale. Ce faisant, ce lecteur oublie les droits imprescriptibles de la fable que rappelle l'auteur, l'imagination populaire secrète des histoires devant lesquelles le romancier le plus hardi recule. Maryse Condé exerce son droit de retrait en recourant elle aussi à une fin ouverte. Il en va également ainsi de l'insertion des postes, dit Femelou, dans Americana, en particulier celui qui entend apprendre à l'américain non noir comment réagir devant un noir américain qui parle de négritude. J'en cite un extrait, « Tu as souffert. Tout le monde sur Terre a souffert. Mais tu n'as pas souffert du fait que tu es un noir américain. Ne trouve pas des explications alternatives à ce qui est arrivé. Ne dis pas « Oh, ce n'est pas la race, c'est l'origine sociale. Oh, ce n'est pas la race, c'est le genre. Oh, ce n'est pas la race, c'est le monstre dans les paquets de céréales. » Tu vois, en fait, les Noirs américains ne veulent pas que ce soit la race. Ils aimeraient mieux qu'il n'existe aucun putain de problème racial. Donc lorsqu'ils disent que quelque chose est dû à la race, peut-être est-ce vraiment le cas. Ne dis pas « Je ne vois pas la couleur », parce que si tu ne vois pas la couleur, c'est que tu es daltonien, que tu as besoin de voir un médecin et que lorsque apparaît à la télévision un noir soupçonné d'un crime dans ton voisinage, tout ce que tu vois est une silhouette floue d'un violet grisâtre.
ne dit pas « on en a assez de parler de race » ou « la seule race est la race humaine ». Les Noirs américains, eux aussi, en ont marre de parler de race, ils préféreraient ne pas y être obligés. La rhétorique est minée, là encore, par le comique de répétition et plus encore par le bref recours parodique au vernaculaire. On se souvient que dans Erasure, Monk rebaptise son roman du ghetto, My Pathology, en fuck. Et par les réparties dignes du stand-up, le monstre dans les paquets de céréales et le daltonien, sans que l'on puisse mettre en doute la contestation de la race comme fiction collective ou comme fiction ethnique, pour reprendre l'expression d'Alan Locke. Surtout, le poste est commenté par les amis intellectuels et artistes du nouvel amant africain-américain d'Ifemelu. C'est moyennement drôle, dit l'un. Et lorsque la blogueuse affirme envoyer tout l'argent récolté, je cite, à sa famille affamée au Nigeria, un autre renchérit avec un regard appuyé que ce doit être réconfortant d'avoir des ancêtres remontant à des temps anciens. Tout ça juste avant qu'Obama se déclare candidat à la présidence. Americana est bien une fiction genrée de passing au sens où le storytelling performé révèle au plan éthique une forme d'agency, c'est-à-dire de subjectivation dans la prise de conscience de l'assujettissement, et dévoile au plan esthétique l'indécidable où se jouent les possibles, à commencer par la victoire d'une transfictionnalité par chaos de la culture populaire authentiquement noire. Si les figures de la poétique fictionnelle africaine, américaine et caribéenne au masculin peuvent être le trickster, c'est le cas chez Everett, ou le loi vaudou Legba chez La Ferrière par exemple, celle d'une poétique fictionnelle intersectionnelle est assurément Erzuli, autre loi, dieu vaudou, de la féminité et de l'amour, mais surtout caractérisée par son ambivalence. Il y en a deux, Freda et Dantor. Ainsi a-t-on pu l'évoquer à propos de l'héroïne du premier roman de Nella Larsen, Quicksand, Helga Crane, qui n'est ni noire ni blanche, alors que Irene et Claire sont à la fois noires et blanches. S'interrogeant sur la connaissance qu'une femme éduquée comme Nella Larsen pourrait avoir du vaudou haïtien, Dorothy Stringer mentionne l'amitié avec l'anthropologue Zora Neale Hurston, qui fit des terrains en Haïti en 1935-36, avant de conclure sur la propension des esprits à voyager. Elle oublie ce faisant la présence, dans Passing, d'un objet non identifié, rapporté d'Haïti, et surtout la liberté de l'imaginaire. Cette liberté qui légitime la présence d'Erzuli dans des récits divers, tels que La couleur de l'aube de l'haïtienne Yannick Lahens, où la référence aux deux Erzuli, Freda et Dantor, est inspirée par deux sœurs dont les rapports au corps, diamétralement opposés, portent la mémoire d'une révolution qui recourut au corps justement pour sortir de l'esclavage qui en était l'expropriation. Tout autant légitime dans le roman de Zadie Smith, On Beauty, où Erzuli est le sujet d'un tableau qui tient lieu d'Howard Sand dans la perspective de la réécriture du roman de Foster, en même temps que cette figure est le point de convergence dans ce roman des récits de vie, des expériences africaines-américaines, Black British et Mixed Race, des discours sur le corps et des conférences sur l'art. Pour conclure, voilà qui nous éloigne donc des propos d'un Chinois HB situant le storyteller entre le griot et le poète, un conteur préoccupé d'un usage du langage selon les règles qui en assurent l'efficacité, un storyteller donc nécessairement engagé selon HB. Voilà qui nous rapproche cependant, sans renoncer à l'engagement, de la sortie de la scénographie postcoloniale par sa scénarisation. Je vous remercie. Merci beaucoup Yolène, on est entré vraiment de plein pied dans le cœur de notre sujet, me semble-t-il, à la fois pour la séance qui nous intéresse et puis pour le colloque. Je retiens juste une chose avant de... On discutera donc ensemble sur les deux communications, sur un aspect de ce que tu as évoqué qui me semble central, c'est-à-dire... mais qui correspond à notre séance et au problème que pose peut-être le titre de notre séance, enfin la problématique que pose, est-ce que l'intersectionnalité peut être scénarisée et à ce moment-là, est-ce qu'on ne rebascule pas encore dans autre chose? Donc fiction d'intersectionnalité et est-ce qu'un personnage intersectionnel, ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça reste un personnage? Et si ça reste un personnage de fiction ou de roman, quel prix on paye? Je reviendrai bien sur tes réticences sur Americana parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est quand même un roman qui a plu à beaucoup de gens et en même temps je les partage mais je ne sais pas bien pourquoi. Alors on en discutera sûrement. Et je passe la parole maintenant à Flavia Bujor qui
est actuellement doctorante à l'université de Rennes 2 sous la direction d'Emmanuel Bouju, et alors qu'il travaille aussi sur qui est en plein dans nos préoccupations d'aujourd'hui, puisque l'intitulé de sa thèse, c'est toujours provisoire en général l'intitulé, mais pour le moment, c'est le corps et les rapports de pouvoir chez Marine Diaye, j'ai mal écrit, Yoko Tawada et Suzette Maire. Et la communication d'aujourd'hui porte sur un de ces trois auteurs, ou une de ces trois auteurs, Marine Diaye, l'intersectionnalité et performativité, une lecture de La Divine de Marine Diaye. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il marche le micro par contre. C'est pour enregistrer, je pense, c'est ça. D'accord, ok. C'est pas pour faire plus fort. Ok, d'accord. Du coup, ma communication va effectivement s'inscrire dans des problématiques très semblables à celles soulevées par Yolène, et peut-être y répondre un peu différemment, mais on pourra en discuter ensuite. Donc, je me propose dans cette intervention de réfléchir à la manière dont l'intersectionnalité peut être employée comme un outil d'analyse littéraire, c'est-à-dire en fait de réfléchir à ce que l'intersectionnalité apporte d'un point de vue méthodologique à la lecture de textes de fiction. Un de ces usages, sans doute le plus répandu, est purement descriptif. L'intersectionnalité sert alors à rendre compte de certaines identités, que ce soit celle des auteurs ou celle des personnages fictionnels. Dans une approche qui peut être celle de la sociologie de la littérature, il s'agit d'étudier la manière dont la littérature dépeint des identités opprimées au croisement de plusieurs axes de domination, donc classiquement le genre, la race et la classe. Cependant, dès sa conceptualisation par Crenshaw en 1991, l'intersectionnalité ne désigne pas tant une identité qu'un positionnement au sein de luttes, en l'occurrence les luttes féministes et les luttes antiracistes. Par ailleurs, la réception du concept d'intersectionnalité, comme on le voit en France avec Elsa Dorlin et Daniel Kergoat, ne cesse de souligner le caractère dynamique des rapports de pouvoir. Il ne s'agit pas tant alors d'étudier le point où les catégories de genre, de race et de classe se croisent dans une sorte d'angle mort, mais plutôt de voir comment ces catégories se configurent mutuellement et sont consubstantielles les unes aux autres. En ce sens, si on incorpore l'intersectionnalité à la théorie de la littérature, il me semble nécessaire de partir de l'hypothèse selon laquelle la cogénération des rapports de pouvoir ne peut être saisie que comme un processus indissociable du processus narratif lui-même. Si on suit ce que propose Elsa Dorlin en 2009 dans l'introduction de Sexe, race, classe pour une épistémologie de la domination, le genre, la race et la classe apparaissent alors comme des catégories d'analyse critique articulées par la narration fictionnelle. Donc réciproquement, je vais aussi essayer de proposer des pistes de réflexion sur ce que la littérature apporte d'un point de vue théorique à la pensée de l'intersectionnalité. Le concept de Crenshaw vient d'un constat, celui de la hiérarchisation d'une lutte et donc d'une domination sur une autre. Pour les femmes noires, concernées à la fois par la lutte féministe et par la lutte antiraciste, il y a un conflit, et ce conflit ne peut être résolu qu'en se donnant les moyens de mener une lutte qui serait à la fois féministe et antiraciste. C'est d'ailleurs pourquoi il me semble que le sens premier de l'intersectionnalité, tel qu'il est employé aujourd'hui, est bien politique et militant. Il désigne, dans les milieux féministes, une forme d'inclusivité de tous les sujets de la lutte féministe. Selon moi, la transposition en littérature de cette question de l'intersectionnalité et de l'inclusivité ne peut pas se réduire à la nécessité de rendre visibles des identités situées au croisement de plusieurs oppressions, que ce soit là encore au niveau des auteurs ou au niveau des personnages décrits, même si bien sûr cette question de la représentation et de la visibilité est importante par ailleurs. La question de l'inclusivité gagne alors à être déplacée. Les conflits posés par des identités plurielles et complexes peuvent être accueillis dans l'espace fictionnel, mais ils se trouvent par là même redéfinis. Il ne s'agit ni de penser une intersection géométrique, ni un modèle additif qui reviendrait à additionner les différentes oppressions les unes aux autres. Donc au lieu de se situer au niveau des identités de manière statique, il me paraît plus pertinent de comprendre l'intersectionnalité comme le moyen d'analyse de l'intrication instable des différents rapports de pouvoir dans l'espace fictionnel. La narration romanesque permet d'exhiber les mécanismes de production des rapports de pouvoir, d'interroger leur fonctionnement. Si les normes de genre, de race et de classe se présentent comme des fictions régulatrices, pour reprendre l'expression de Butler,
la littérature dévoile cette fictionnalité, même si ces normes ont par ailleurs, bien sûr, des effets très réels et très puissants. Par là même, la littérature agit en dernière instance sur les catégories essentialisées qu'elle est susceptible de défaire et de reconfigurer. Cela me conduit à formuler l'hypothèse selon laquelle l'intersectionnalité en littérature ne prendrait véritablement sens qu'en étant pensée en lien avec le paradigme queer de la performativité. Je vais donc chercher tout d'abord à explorer ce lien entre intersectionnalité et performativité à partir de l'exemple particulièrement parlant que constitue la fiction du passing. Dans un second temps, je parlerai de la blanchité en tant qu'il s'agit d'une construction discursive dominante qui est fondée sur une négation des rapports de pouvoir. Et enfin, je réfléchirai à la manière dont la fiction est susceptible d'accueillir une narration intersectionnelle qui permette de repenser les différentes dominations. Donc, pour étayer mes hypothèses, je vais m'appuyer sur un roman de Marine Diaye, La Divine, qui a été publié en 2013 aux éditions Gallimard, alors même que c'est un texte qui n'est pas explicitement aux prises avec les catégories de genre, de race et de classe, voire qui en évite délibérément l'usage. Pour le résumer rapidement, ce roman raconte tout d'abord une histoire de passing qui a lieu dans un univers contemporain en France, en banlieue parisienne, puis à Bordeaux et à Langon. Dans la première partie du roman, Malinka devient Clarisse Rivière et renie pour se faire sa mère, qui la rappelle à ses origines, marquées du point de vue de la race et de la classe. Par la suite, Clarisse Rivière est abandonnée par son mari, Richard Rivière, et elle est assassinée par son nouvel amant. Dans la seconde partie du roman, le point de vue adopté n'est plus celui de Clarisse, mais celui de sa fille, la Divine, qui part en vacances avec sa famille dans un pays dont le nom n'est jamais précisé, mais que l'on devine être un pays africain. Au cours de ce voyage, surveillée par un chien mystérieux, reconnu par des étrangers, elle finira par rétablir un lien aux origines que sa mère avait rejeté. La seconde partie intègre également un passage du point de vue de Richard Rivière, l'ancien mari de Clarisse Rivière, qui espère que le voyage de leur fille, la Divine, lui permettra d'accéder enfin au véritable visage de Clarisse Rivière et de dévoiler une vérité qui lui est demeurée jusque-là cachée. En ce sens, comme je vais essayer de le voir, cette seconde partie propose une amorce de résolution à la question de l'intersectionnalité telle qu'elle est posée par le roman, à savoir, de prime abord, comme un récit empêché, une dénégation. Donc, cette dénégation, c'est donc celle de Malinka par rapport à son milieu d'origine, tout d'abord simplement, milieu d'origine qui est incarné par la figure de sa mère, femme de ménage immigrée. Alors que Malinka passe pour blanche, même si les termes de blanc et de noir ne sont jamais utilisés dans le roman directement, sa mère, elle, est perçue comme racisée. Dès son enfance passée en banlieue parisienne, Malinka se dissocie de sa mère. Quand celle-ci vient la chercher à l'école, les autres enfants ne comprennent pas que c'est sa mère, et du coup Malinka décide de la désigner comme sa servante. Cette appellation, la servante, est répétée tout du long du récit du point de vue de Malinka. Il s'agit là d'un premier lien tissé entre la race et la classe. C'est parce que la mère de Malinka est perçue comme racisée par les enfants de l'école qu'il leur semble possible qu'elle soit au service de Malinka. La race assigne à une position sociale dévalorisée, et cette position est également genrée. La servante renvoie à un travail féminisé et précarisé de care, qui est par ailleurs celui de la mère de Malinka en tant que femme de ménage au service d'autres femmes. Par ailleurs, l'expression renvoie plus largement à l'attitude qui caractérise là encore de manière genrée la mère de Malinka, à savoir une forme d'humilité, de douceur, de réserve. La servante cristallise donc en une expression la détermination d'une position de classe à la fois genrée et racisée. De la même manière, le passing pour Malinka ne concerne pas seulement la race. En devenant Clarisse Rivière à Bordeaux, il s'agit de performer un autre type de féminité et d'accéder par son mariage avec Richard Rivière à la petite bourgeoisie de Langon. Malinka, associée à sa mère, est désignée de manière répétée par l'expression de fleur obscure. Cet adjectif obscur renvoie à un marquage indirect et métaphorique de la race, mais aussi du même coup à l'appartenance à une classe sociale reléguée à l'écart de la société. Quant au nom de fleur, c'est une image évidente de la féminité. Là encore, comme pour la servante, l'expression de fleur obscure condense la manière dont la féminité est informée par le genre et la race et vice-versa. En revanche, Clarisse, délestée de sa filiation honteuse, est caractérisée par sa blanchité, ainsi que par un ensemble d'expressions qui renvoient à l'idée d'un corps non marqué. En ce sens, le passing ne soulève pas seulement une question raciale, la blanchité performée par Clarisse est posée comme la norme de ce qui serait une féminité normale et neutre. Par ailleurs, le passing se présente comme une narration privilégiée pour penser le lien entre intersectionnalité et performativité. Le fait même que Malinka puisse devenir Clarisse
tend à prouver que les catégories de genre, de race et de classe sont performatives. Loin d'être des catégories essentielles, elles se trouvent mises en cause dans leur fixité à partir du moment où elles s'avèrent tributaires d'une perception elle-même instable dans l'espace narratif. Une même personne, comme ici Clarisse, peut être perçue comme racisée ou comme blanche, selon le contexte, et cette expérience appuie le caractère construit des normes raciales. Mais en même temps, Clarisse est obsédée par la crainte d'être démasquée, tout en étant emplie de honte à l'égard de sa mère, qu'elle a totalement exclue de sa vie et qu'elle ne voit qu'en secret. En ce sens, la narration démontre à la fois le caractère plastique de la race, qui apparaît comme une catégorie socialement déterminée, et les effets puissants de cette fiction. Passer pour ne revient pas en ce sens à être. C'est bien une performance qui est en jeu dans la nouvelle identité que Clarisse s'efforce de créer et qu'elle endosse comme un rôle soigneusement calculé, visant à produire l'effet d'une, je cite, Clarisse irréfutable, avec ses cheveux lissés, son œil clair, sa voix haletante qui montait à chaque fin de phrase. C'est d'une certaine manière une nouvelle corporéité qu'il s'agit de construire en contractant une autre manière de se maquiller, de mouvoir, de parler. Clarisse doit être visible comme telle, et en ce sens, la nouvelle identité de genre, de race et de classe exige d'être pleinement incorporée, d'être faite chair pour pouvoir être manifeste. Or, cette nouvelle identité subsumée sous le nom de Clarisse Rivière est elle-même fictive. Pourtant, Clarisse est emprisonnée dans cette version de sa propre histoire qui repose sur le refoulement de ses origines et de son existence précédente sous le nom de Malinka. Cette dénégation est la condition de possibilité de sa nouvelle vie. Si le passing engage une expérience de dénaturisation des normes, l'histoire de Clarisse Rivière repose sur une narration spécifique qui fait de l'évitement de la nomination de la race un procédé d'écriture central. En effet, il n'est jamais question directement de race dans le roman, à part une seule fois. Cette unique occurrence apparaît comme une pensée de la patronne du bistrot où Clarisse travaille, pensée qui est incorporée dans la narration du point de vue de Clarisse. On ne comprend pas exactement si elle est assumée par le narrateur ou si elle est inférée par Clarisse, exposée au regard de sa patronne. La caractérisation crée un effet de rupture dans le texte dans la mesure où il s'agit d'une insulte, à savoir le terme de négresse. Donc ce terme raciste est appliqué à la mère de Clarisse qui est venue la voir. Le regard de la patronne les assimile l'une à l'autre et devine de ce fait la véritable identité de Clarisse. L'insulte souligne le fait que la race fonctionne comme un stigmate qui peut marquer Clarisse à partir du moment où le lien de filiation est reconnu. En même temps, le fait que l'insulte soit rattachée au point de vue déterminé de la patronne et qu'elle soit rapportée de manière indirecte renforce le caractère arbitraire de la construction raciale dans l'espace narratif. L'assignation identitaire sous la forme de l'injure est le produit d'une perception supposée. Le choix du passing va alors permettre d'effacer le lien de filiation qui constitue une menace de racialisation. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que ce procédé d'effacement est également un procédé d'écriture qui structure la composition de l'ensemble du roman. En effet, Marie Ndiaye s'ingénie à contourner toute nomination de la race par le recours à des euphémismes ou à des périphrases. Cependant, les marqueurs raciaux, même s'ils sont vidés de tout contenu descriptif, prolifèrent et retranscrivent par là même la manière dont les processus de racialisation inscrivent les stigmates de la différence dans les corps. En ce sens, la dénégation de la race devient un procédé littéraire à part entière. Je reprends ici l'idée de dénégation à un article de Didier Fassin, Du déni à la dénégation, psychologie politique de la représentation et des discriminations, article qui a été publié en 2005 dans le recueil De la question sociale à la question raciale. La dénégation renvoie au mouvement par lequel l'apparente reconnaissance des discriminations racistes reconduit en vérité l'effacement de leur caractère racial. Donc, comme l'écrit Didier Fassin, la réalité est énoncée, mais pour pouvoir être mieux écartée, et les discriminations raciales désormais nommées font l'objet d'une euphémisation. Ce double mouvement est reproduit stylistiquement par Marie Ndiaye. Donc, quelques exemples rapides qui se rapportent à la mère de Clarisse, je cite. « Car comment échapper durablement si l'on était ainsi marqué? Comment prétendre n'être pas ce qu'on ne voulait pas être, ce qu'on avait pourtant le droit de ne point vouloir être? Ou encore, le simple scandale de son propre visage, de son propre aspect. » Ces expressions indéfinies traduisent grammaticalement l'occultation délibérée de Clarisse. Mais en même temps, Marie Ndiaye rend compte, par une sorte d'excès paradoxal d'euphémisation, de ce qui constitue le récit dominant de la race en France, à savoir le refus de la nommer. L'universalisme républicain repose sur l'illusion selon laquelle il suffirait de faire disparaître du langage les catégories raciales pour faire disparaître leurs effets. Or, ne pas nommer la race ne revient pas à supprimer le racisme comme structure de domination, ni les discriminations raciales, bien sûr. Bien au contraire, la dénégation de la race participe d'une modalité spécifique de racialisation,
les marqueurs raciaux sont d'autant plus puissants qu'ils ne sont pas explicitement nommés comme tels. En ce sens, les procédés littéraires de l'effacement de la race par l'euphémisme et la périphrase, qui sont déployés dans la Divine, permettent de dévoiler, en l'hyperbolisant, une modalité discursive structurante. On pourrait dire, en quelque sorte, que le storytelling dominant de la nation française repose sur une intersectionnalité négative, ou plutôt sur une négation de l'intersectionnalité comme outil d'analyse. La race, mais aussi le genre, ne doivent pas être nommés, comme si éviter la nomination de ces catégories produisait performativement leur disparition effective. Comme l'écrit encore Didier Fassin, je cite, « C'est que, on le sait, la France répugne à utiliser le substantif race et l'adjectif qui en dérive à cause de leur effet supposé performatif. Parler de discrimination raciale serait faire à croire que les races existent bel et bien. » Donc, ce qui conduit, à la place d'une pensée intersectionnelle, à une sorte d'espace blanc, d'imaginaire de la blanchité. Cet imaginaire traduit à la fois la naturalisation de la domination en la posant comme une norme non marquée et une forme d'abstraction vide qui résulte de la dénégation des questions de race et de genre. Autrement dit, la blanchité renvoie à la fois à l'occultation des rapports de pouvoir et à la représentation dominante qui est posée implicitement comme étant celle du corps national français. Ainsi, on pourrait dire que l'universalisme républicain produit une sorte de blanchité psychique face aux problèmes soulevés par l'intersectionnalité, blanchité hébétée que l'on retrouve dans la Divine pour caractériser l'état de Clarisse Rivière. C'est pourquoi je me propose maintenant d'employer l'intersectionnalité comme un outil qui permette de déconstruire la naturalité, la neutralité et l'apparente évidence de la norme. En effet, il me paraît nécessaire de se servir de l'intersectionnalité pour penser également la manière dont les catégories dominantes, la masculinité, la blanchité par exemple, sont tout aussi particulières et entrelacées que les catégories marquées. Il s'agit ainsi de montrer comment Marie Ndiaye rend visible ce qui précisément se présente comme une norme invisible. Donc, je vais donc reprendre ici les expressions qui servent à caractériser Clarisse et qui sont toutes définies par le codage de sa blanchité associée à la neutralité, à l'absence de marque. Donc, je cite, « Une femme silencieuse au visage blanc, la pâleur naturelle de son visage, visage pâle et lisse, incolore, expression impersonnelle, son visage poudré, grave et inanimé. » La blanchité est renvoyée à une absence de couleur, à ce qui définit la norme par défaut, comme vient le souligner le terme d'incolore. De la même manière, l'expression impersonnelle fait apparaître la blanchité comme une surface neutre qui est produite par l'effacement de toute marque de race ou de classe. Alors même qu'elle est le résultat d'une mise en scène performative de la part de Clarisse, elle se donne comme une évidence naturalisée, comme le montre l'expression la pâleur naturelle de son visage, c'est-à-dire comme une norme non marquée. Cependant, cette blanchité est déterminée dans le roman comme une neutralité elle-même paradoxalement excessive qui confine à l'hébétude, voire à la spectralité. En ce sens, on peut la rapprocher de l'idée de blankness, telle que Andrew Assibong la développe dans sa monographie consacrée à Marie Ndiaye. Selon Assibong, je cite, « La blankness est un état typiquement indien, le plus souvent accompli de manière provisoire ou fantasmatique, qui consiste à ne plus être reconnu comme une minorité racisée. Cet état est à la fois lié à la tentative d'échapper à l'assignation raciale et à une forme d'absence, de vacuité psychique qui en résulte. La blanchité, que l'on peut comprendre comme une position sociale qui englobe la race, le genre et la classe, n'est obtenue qu'au prix d'un blackout délibéré, de la dénégation d'un récit de soi passé, en l'occurrence ici celui de Malinka. En ce sens, la blanchité est corrélée à un état d'hébétude définissant Clarisse Rivière. C'est en quelque sorte le prix à payer pour sa nouvelle existence, habitée par le remords à l'égard de sa mère abandonnée et par la nécessité de maintenir l'illusion. Si l'hébétude est proche de la spectralité, c'est parce que l'illusion produite par Clarisse Rivière est perçue sans pouvoir être nommée comme telle par ses proches et notamment par Richard Rivière, qui finit par la quitter faute d'avoir pu voir son vrai visage. Richard Rivière caractérise ainsi Clarisse comme une femme chimérique, un simulacre ou encore comme une singulière présence fantomatique. En incarnant la blanchité à laquelle elle aspirait, Clarisse Rivière semble être devenue une fiction d'elle-même, une forme spectrale. Elle est une illusion désincarnée qui représente néanmoins parfaitement, trop parfaitement sans doute, la norme qu'il s'agissait de reproduire. La narration semble ici rendre littérale l'idée selon laquelle la blanchité constituerait un masque social, garantissant un certain statut et le privilège de l'invisibilité. Clarisse Rivière se désagrège dans ce masque blanc, dans cet artifice qui conduit à son propre effacement. Cette spectralité est en quelque sorte aussi narrative. Le passé de Malinka est refoulé comme un récit impossible qui hante la mauvaise conscience de Clarisse et qui ne peut pas être transmis aux autres personnages.
son mari Richard Rivière et sa fille la Divine. Ce récit est empêché au niveau de la narration elle-même, qui s'interrompt avec l'assassinat de Clarisse Rivière, alors même qu'elle espérait avoir trouvé une voie de salut en la personne de son nouvel amant qu'elle avait présenté à sa mère. Clarisse était en train de reconnaître sa mère. Mais cette résolution narrative échoue, alors même qu'elle aurait signifié l'acceptation d'un récit de soi en quelque sorte intersectionnel, qui aurait permis de dépasser le clivage entre Malinka et Clarisse. Or, mon hypothèse, c'est que l'intersectionnalité, comprise comme processus narratif ici, ne peut pas se situer au niveau d'un événement, une résolution heureuse. C'est bien l'ensemble du roman qui construit dans un premier temps la blanchité comme dénégation de la race, de la classe et du genre, et qui va dans un second temps permettre de réarticuler ces catégories à travers le voyage de la fille de Clarisse, la Divine, dans un pays étranger qui n'est jamais nommé, mais dont on devine que c'est le pays d'origine de la mère de Clarisse. Donc dans la première partie, Clarisse ne reconnaissait plus sa mère et craignait d'être identifiée comme Malinka si elle venait être vue aux côtés de sa mère. Dans la seconde partie du roman, la dynamique de la reconnaissance est inversée. Il n'est plus question d'un lien honteux qu'il s'agit de couper pour effacer les stigmates de race et de classe. Au contraire, la Divine, dans le pays étranger, est reconnue à plusieurs reprises par les femmes de ce pays comme l'une des leurs. Si la nature de cette ressemblance n'est toujours pas spécifiée, les procédés de contournement de la caractérisation fonctionnent ici à l'envers. Le marquage, aussi indéfini soit-il, est ce qui permet d'inclure la Divine, de reconnaître son appartenance à un groupe. En ce sens, la rhétorique de l'évitement de la race est renversée pour être mise au service non plus de la performance de la blanchité, mais de la création d'un lien mystérieux, voire magique, entre la Divine et ses femmes. Le processus narratif de racialisation devient un processus de reconnaissance. Autrement dit, la logique de l'exclusion est retournée ici en logique de la coalition, de l'alliance. Alors que la racialisation reposait sur un investissement perceptif qui venait marquer négativement les corps, la reconnaissance dont la Divine fait l'objet repose sur une perception quasi magique, inexplicable, liée à la puissance d'une coalition elle-même mouvante et incertaine. Le caractère dynamique des rapports de pouvoir ne concourt plus à définir un processus de stigmatisation, mais le tissage d'une alliance. On peut imaginer que la Divine, au terme du voyage, aura acquis une compréhension intersectionnelle de sa propre histoire et de celle de sa mère. Ce qui importe, néanmoins, n'est pas tant ce résultat, qui ne sera jamais explicité, c'est plutôt le mouvement qui y conduit. Ainsi, la Divine s'immerge progressivement dans un récit qui lui est étrangement familier et qu'elle se met elle-même à raconter. En effet, plusieurs femmes l'identifient pour l'avoir vue à un mariage, auquel elle sait ne pas avoir pu assister, mais pourtant, elle s'avère capable d'en fournir un compte-rendu détaillé. Cette impossibilité logique, qui ne sera pas dénouée par une explication ultérieure, met en place une tension fantastique que l'on peut lire comme une des voies d'exploration proprement fictionnelle de l'intersectionnalité. Pour rester dans un paradigme freudien, après la dénégation, on est ici dans quelque chose qui ressemble à de l'inquiétante étrangeté. Ce qui a été enfoui, refoulé, fait retour de manière énigmatique sans qu'on puisse néanmoins précisément le nommer. L'indéfinition acquiert une puissance qui excède les cadres de la raison, mais aussi ce qui constituerait une narration plus classique de l'accomplissement de la quête des origines. Le récit impossible du mariage, que la Divine assume peu à peu en propre, matérialise la ressemblance qui la lie aux autres femmes du pays, sans pour autant l'élucider. L'apparition d'un chien, qui semble protéger la Divine durant tout son séjour, va dans le même sens. Dans la première partie, on trouvait une occurrence d'un chien semblable, venu surveiller le berceau de la Divine juste après sa naissance. Plusieurs indications laissent comprendre, au fur et à mesure, que la métamorphose en chien est une solution, provisoire ou définitive, pour des êtres humains malheureux, frappés, comme le dit le texte, d'un destin funeste. Le premier chien serait la mère de Clarisse, venue sous forme animale voir la Divine, alors qu'elle était tenue à l'écart de la vie de sa fille Clarisse. Le chien qui suit la Divine serait, lui, Clarisse Rivière elle-même. À la fin, c'est au tour de la Divine de se transformer en chien. Elle entend ainsi Clarisse Rivière l'appeler, je cite, de sa voix véritable, de sa voix sombre, solennelle et confiante, vers les profondeurs d'une forêt dans le pays étranger. L'appel fantastique est la forme dans laquelle la véritable voix de Clarisse Rivière peut enfin être exprimée et entendue dans l'espace narratif. La métamorphose de la Divine, attirée au cœur de la forêt, symbolise l'accomplissement de cette révélation. La métamorphose en chien, qui traverse ainsi tout le roman, semble renvoyer à la possible transmission transgénérationnelle d'une identité genrée et racisée qui a été occultée et qui trouve enfin son expression dans un corps autre, animal et fictionnel. L'incarnation successive en chien rétablit un lien entre 3 générations de mères et de filles qui n'ont pas pu assumer et transmettre le récit de leur propre parcours.
Par ailleurs, si cette transmission est empêchée dans la première partie, puisque Clarisse Rivière meurt assassinée avant d'avoir révélé son vrai visage, le chien est la figure par laquelle on comprend, à la toute fin du roman, que le récit va pouvoir enfin avoir lieu. En effet, pendant le procès du meurtrier de Clarisse Rivière, Richard Rivière retrouve la mère de Clarisse. À la fin, réunis tous les deux chez la mère, ils entendent un grattement à la porte. C'est le chien, à savoir la divine, qui est là. La résolution est à venir, elle se situe au-delà du roman, qui ne délivre pas le récit du chien, mais seulement une promesse formulée du point de vue de la mère, je cite, « Il leur a porté le cœur palpitant de Malinka, et peut-être aussi, pensa-t-elle dans l'ardeur de sa joie, la promesse d'une clarté nouvelle posée sur chaque jour. » De la même manière, je pense que le roman n'offre pas tant une description littéraire de ce que serait hypothétiquement une identité intersectionnelle. Il fait advenir plutôt une clarté nouvelle posée sur la manière dont penser ensemble le genre, la race et la classe à travers le prisme de la fiction. En dernière instance, le fil narratif de la métamorphose en chien me paraît être ce qui permet de représenter le lien mouvant entre race, genre et classe. Les trois personnages féminins ne trouvent pleine incarnation que sous une peau de chien qui, paradoxalement, leur donne la possibilité d'exister authentiquement. Ou plutôt, c'est le paradoxe même de ce recours à la transformation magique, à la fiction la plus invraisemblable, qui constitue en définitive l'expression la plus adéquate d'identité contradictoire. On peut lire ainsi, en ce qui concerne la divine, sa peau de chien lui convenait mieux que sa peau de femme. Par ailleurs, le chien s'oppose à la désintégration spectrale de Clarisse Rivière. Chaque évocation de la métamorphose est associée à une sensorialité puissante, à une incarnation au sens fort de ce terme. En même temps, la métamorphose offre un véritable dépassement des catégories identitaires, puisqu'elle propose une issue à l'état même d'être humain. C'est donc une figure fictive, défaisant jusqu'à la distinction entre forme humaine et animale, qui incarne finalement au mieux la représentation d'une subjectivation proprement intersectionnelle. Donc voilà, j'espère avoir montré que l'intersectionnalité, comme outil d'analyse littéraire, permet de mettre à jour des processus narratifs qui produisent des représentations du genre, de la race et de la classe, que ce soit pour dévoiler les mécanismes de construction des récits dominants ou pour proposer des représentations dissidentes, resémantisant ces catégories. Et réciproquement, j'espère avoir également montré que la littérature permet de penser l'intersectionnalité en des termes qui lui sont propres. La représentation de métamorphose, notamment, manifeste de manière exemplaire la puissance propre à la littérature d'accueillir et de dire à la fois la matérialité des oppressions et la fluidité des identités. Voilà. Merci beaucoup Flavia pour cette lecture très précise à la fois de ce roman et qui ouvre des perspectives très riches. Je retiens, vous avez fait un petit bilan dans la conclusion. Il y a une autre chose qui me semble un aspect très important, c'est que vous avez montré aussi que l'intertextualité, enfin à plusieurs reprises, était une puissance, bien sûr, qui pouvait amener à des nouvelles configurations de représentation, mais cette question de la capacité de déflagration de l'intersectionnalité comme un processus obscur qui va passer par un certain nombre de procédés, de l'occultation. Je pensais, puisque chez Marine Diaye, le personnage de la femme de ménage est un personnage récurrent. Et on a un exemple c'est une actualité déjà ancienne, mais enfin vraiment de cette capacité, de cette puissance de l'intersectionnalité quand elle est en acte et qui est capable de voler en éclats des images publiques, c'est l'affaire Strauss-Kahn, où là on avait vraiment un exemple incroyable d'intersectionnalité qui s'est déclenchée toute seule, puisque Nafissatou Diallo incarnait vraiment les trois côtés du triangle, et ça s'est enclenché. Ça s'est propagé à une vitesse qui a sidéré tout le monde. Enfin, ça s'est connecté sur les réseaux médiatiques. On a vraiment vu en acte cette puissance intertextionnelle au moment où c'était en train d'être théorisé par ailleurs. Voilà, donc on va donc ouvrir la discussion sur ces deux communications très, non pas convergentes, mais en tout cas tout à fait bien représentatives du panel et de l'intitulé qui avait été choisi. Donc j'ouvre le... Juste une toute petite question d'étape, si j'arrive à m'asseoir. Flavia, pour commencer, est-ce que tu sais comment se situe Marianne Day par rapport au féminisme ? Est-ce qu'elle se situe explicitement ?
Oui, justement, elle se situe en refusant de se situer. C'est-à-dire que même, surtout au début de sa carrière, elle se présentait dans une position d'auteur universel, effaçant toute marque de race, mais aussi de genre, avec une déclaration notamment frappante où elle disait Ah, je ne suis pas une femme noire qui écrit, donc qui posait la catégorie pour mieux la nier. Après, dans l'évolution de son écriture, il y a malgré tout un marquage plus clair de la race, de la classe et du genre, à la fois à l'intérieur de la fiction et dans la position qu'elle occupe, et notamment avec Trois femmes puissantes qui a eu le Goncourt et qui est quand même une image plus racialisée, même si c'est de manière assez justement fictionnelle et exotisante. Enfin, il y a eu un marketing un peu exotisant de cette fiction. Donc du coup, il y a une sorte de visibilité plus grande au fur et à mesure de ces catégories-là, mais à la base, justement, ouais, elle est reniée, quoi. De sa part à elle, je pense que ça va aussi avec une forme d'acceptation plus grande de cette position-là, mais jamais pleinement. Parce que par exemple, son frère a écrit un livre sur... voilà, et donc elle l'a préfacé par une nouvelle, en fait, qui là encore rejoue tous ces procédés de dire, non dire, les catégories raciales et genrées. Donc je pense qu'elle est dans un rapport ambivalent où justement elle code cette racialisation qui ne dit pas son nom, et en même temps elle prétend ne pas y prendre part. Oui, moi je suis assez convaincu par ce que j'ai compris comme étant une de vos hypothèses fortes, c'est que ce codage, enfin ce voilement, fait partie Oui. de la stratégie, enfin de la dynamique intersectionnelle. Oui, ça passe par là. Oui. Parce que c'est effectivement il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette idée-là, et c'est au cœur de son écriture. Oui, donc ça pour le coup, c'est... Oui. Pardon. Bon, d'abord, merci aux deux oratrices pour ces deux interventions qui étaient toutes les deux passionnantes. Je vais peut-être commencer avec une question pour Flavia Bujor. J'étais extrêmement intéressée par la lecture. Moi aussi, j'ai trouvé ça... je dis moi aussi parce que je renchéris sur ce que disait Xavier de l'intérêt de votre lecture de la Divine. Et de l'utilisation de la catégorie d'intersectionnalité comme outil d'analyse confronté au texte littéraire. Et ce que j'ai trouvé particulièrement, intéressant dans votre lecture, c'est la façon dont vous faites jouer le paradigme freudien. C'est tout à fait, intéressant. Alors, je me demande justement, dans cette lecture de la Divine, en utilisant la catégorie de l'intersectionnalité et en la reconfigurant d'une certaine façon au prisme du paradigme freudien, donc en partant de la dénégation pour arriver à l'inquiétante étrangeté de la deuxième partie, si j'ai bien compris votre lecture, je me demande si la blankness qui figure au moment du passage, si je veux dire, de l'un à l'autre, la blankness qui est aussi la spectralité, le fantôme, dans le terme même du récit, enfin de la narration, si ce spectre, cette fantôme, et ce fantôme n'ont pas aussi à voir, en termes freudiens, avec une forme de retour du refoulé, de telle sorte que la blanchité, la blankness, c'est pas seulement la norme qu'on veut à la fois dire sans la dire, enfin qu'on ne veut pas dire mais qu'on dit sans la dire, mais aussi ni au niveau du personnage, ni même peut-être au niveau des stratégies de la narration, mais à un niveau au niveau de la construction que vous faites de l'articulation entre catégorie intersectionnelle et paradigme freudien, une forme de retour du refoulé. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est ce que c'est l'interrogation que je me pose après vous avoir écouté. Oui, je pense que ce que vous dites est vraiment particulièrement pertinent et intéressant, et c'est une hypothèse que je partage, même si je ne l'ai pas vraiment développée ici, mais vous mettez sans doute des mots plus exacts sur ce que je voulais dire que ce que j'ai fait, mais effectivement, oui, je pense qu'il y a un retour du refoulé dans la blankness, notamment parce qu'en plus,
toute cette dénégation de l'origine qu'on retrouve dans plein de romans de Marine Diaye par ailleurs, ce lien coupé à la mer, aux origines, etc., se manifeste toujours par une sorte de culpabilité extrême, d'état d'hébétude, de zombification presque, qui semble justement désigner un jeu sans cesse mis en processus de refoulement et de retour du refoulé dans la narration et dans les états psychiques des personnages. Donc sans doute ça serait à creuser, à expliciter, mais je pense qu'effectivement c'est ce qui fait le lien. C'est pas seulement Le personnage lui-même, mais c'est aussi le... Oui, c'est ça. C'est pas seulement en fait ce qui est refoulé, le fantôme, c'est pas seulement le mort, c'est Non. le mort qui revient. C'est ça, oui. Le spectre et le fantôme, il y a une idée de revenance et pas simplement d'effacement et de disparition. Non, bien sûr, mais d'autant plus que cette revenance est particulièrement claire avec la voix de Clarisse Rivière à la fin du récit qui hante la forêt, qui appelle la divine, et même avec cette image du chien qui finalement est aussi une image de la revenance et du retour du refoulé qui prend corps dans cette figure animale. Mais effectivement, oui, non, d'accord. Mais oui, effectivement. Cyril? Désolé, c'est aussi une question pour Flavia Bujois. En fait, en vous écoutant, non mais j'aurai aussi des questions pour vous. Mais je reste dans les mêmes thèmes. Donc, en vous écoutant, j'ai pensé à Gayatri Spivak et ce qu'elle dit dans Death of a Discipline. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça aussi, sur l'inquiétante étrangeté. Elle explique qu'un des buts de la littérature peut être justement de remplacer le sentiment de transparence face au monde par un sentiment d'inquiétante étrangeté. Elle explique que le lieu de l'étrangeté dans le système symbolique dominant actuel, patriarcal, racialisé, etc., c'est le sexe féminin. Elle a cette catégorie de la femme comme catégorie d'analyse en tant que telle qu'elle applique à des choses diverses, et elle explique qu'il faudrait déplacer ce lieu de l'inquiétante étrangeté vers le monde, en fait, ce qu'elle appelle la planète. Et en lisant ça, j'avais pensé tout de suite à Marine Diaye, mais je ne me le formulais pas très bien, et donc particulièrement à la divine, à cette figure du chien presque lynchéenne. Et donc voilà, en fait, votre communication m'a permis de comprendre comment ça fonctionnait concrètement. Et voilà, c'est plus une remarque. Je ne sais pas si ça vous... si vous avez pensé à cette référence à Spivak. J'y avais pas pensé directement, mais effectivement, elle semble fonctionner de manière très pertinente. Et après, c'est vrai que ça fonctionne d'autant plus de manière pertinente sur un corpus indiayen où l'étrangeté n'est jamais seulement déterminée par des catégories de genre, de race, mais c'est toujours avant tout un rapport au monde, un rapport de défamiliarisation, d'étrangement du monde qui a lieu à partir d'une perception elle-même incorporée, partant d'une corporéité qui est celle par exemple du chien, mais qui en fait est vraiment structurante, je pense, de la poétique indienne, à savoir cette étrangeté du monde qui dit un rapport, comme vous l'avez bien dit. Voilà, donc du coup là, ça permet peut-être de penser l'intersectionnalité, ces formes d'imposition symbolique, d'astreinte symbolique présentes dans les catégories de race, de genre et de classe sociale, comme n'étant pas forcément quelque chose qui rattache la littérature à des discours politiques sur ces questions particulières, mais comme des catégories d'analyse du monde en général, en fait. L'intersectionnalité et ces effets symboliques attachés à l'intersectionnalité peuvent être des manières de faire de la littérature un discours général sur le monde, en fait, un rapport au monde à travers ces images-là, à travers ces images raciales, sexuelles. Oui, non, je suis bien d'accord, d'autant plus qu'effectivement ces catégories ne fonctionnent pas chez Marine Diaye comme des outils d'analyse du monde social. Enfin, il y a vraiment un rapport, il y a une véritable poétique de l'étranger qui est mise en œuvre. Enfin, vous l'avez bien dit. Merci. Je peut-être, en attendant que le métro circule, il y a un autre motif, alors là, qui rejoint, qui a été abordé par les deux,
Et je vais revenir sur ma question à propos du roman Americana. C'est la question de la... Et ça, c'est présent dans le texte, dans l'article de Crenshaw au départ, c'est que l'intersectionnalité, c'est aussi une façon, dans des préoccupations militantes, de recréer des groupes militants sur d'autres modèles que sur la bannière de nous les Noirs ou nous les femmes, etc. Mais parce que ce que vous avez appelé les coalitions et des étranges alliances, comme effectivement un spectre aussi existe parce qu'il y a des discours sur ce spectre et donc des sortes de communautés étranges qui naissent de cette inquiétance étrange peut-être, qui procèdent par alliance et par coalition contre nature, voire complètement irresponsables politiquement, mais en tout cas très actives. Et je me disais là, chez Americana, dans le texte de Americana, dans le roman, puisque cette narratrice, enfin cette femme est vraiment une femme qui n'arrête pas de nouer des alliances, et ce blog, c'est un lieu d'alliance. C'est, me semble-t-il, aussi un motif fort. Mais alors, par-delà cette question de la coalition de l'alliance, on peut y répondre par d'autres biais, mais je voudrais revenir sur le malaise que tu as avec ce texte, parce que... pour dire de façon très anecdotique, moi j'ai beaucoup de collègues avec lesquels je suis vraiment en phase en général, etc., qui ont eu un enthousiasme pour ce texte. Et donc moi je ne savais pas trop si je devais enthousiasmer ou pas, mais a priori je ne l'avais pas. Et puis, mais je n'ai pas trop su dire pourquoi, à part que c'est un best-seller et que c'est porté par la puissance américaine. Bon, mais ça ne suffit pas pour dire qu'on a un malaise avec un texte. Donc, oui, parce que moi je pense que j'ai eu pas un malaise, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Et c'est un peu et c'est pour ça que je trouvais finalement cette confrontation au storytelling assez intéressante, parce qu'elle m'a permis de comprendre certaines choses. Donc il y a un grand plaisir à le lire, et en même temps une grande impression de déjà lu, qui moi me perturbait. L'impression d'un texte qui surfe sur une mode intersectionnelle, si on veut. Et finalement, à la relecture, un texte bien plus complexe qu'il n'y paraît, justement dans cette manipulation de l'insertion du blog, du jeu sur les coalitions, qui sont jamais, qui se reconfigurent sans cesse, et quelque chose qui est relativement indécidable. Du coup, ce qui me dérange, c'est que j'ai le sentiment que le succès du roman est pas lié à cette indécidabilité, mais à une première lecture. Voilà. Ouais. Donc c'est le succès qui te dérange aussi. Disons que j'essaye de me l'expliquer. Mais ça fait. Ça peut expliquer des réticences. Enfin. Voilà. Oui, Romuald. Merci pour vos deux communications. Permettre effectivement de lire les choses autrement. J'avais juste une remarque générale à faire en reprenant le titre de la journée, face au storytelling du dominant. J'étais en train de me dire en vous écoutant, est-ce que face au storytelling du dominant, la réponse n'est pas de reprendre des genres dominants? Je m'explique. Finalement, pour reprendre la discussion qui a eu lieu tout à l'heure, Americana, c'est quoi? C'est simplement l'inversion des grands récits, qui sont des grands récits de voyage, à l'envers. Et que fait Marine Diaye? Elle revient au chien. Le chien, c'est l'épopée. Et donc j'étais en train de me demander, est-ce que finalement, c'est pas ça, quoi? Je ne sais pas si c'est une provocation que je fais là, mais voilà, c'est un peu comme ça que j'ai écouté ce que vous avez dit, et que finalement, c'est absolument réconfortant du point de vue de la littérature. C'est réconfortant, en revenant à la littérature, de dépasser effectivement tout ce que vous avez dit du point de vue politique. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, une des possibilités, une des réponses que l'on pourrait apporter au storytelling du dominant, qui a oublié justement la catégorie dominante qui est celle de la littérature et celle des grands récits? Est-ce que ce n'est pas ça? C'est une question. Oui, donc je crois qu'effectivement, il y a vraiment la volonté de travailler ce propre de la littérature, de la fiction en l'occurrence,
en travaillant une mémoire littéraire et effectivement en revenant à des genres peut-être oubliés, qu'on inverse ou non d'ailleurs, mais oui, je crois que c'est... Même si cette horloge a 5 minutes d'avance, il va bientôt être très tard pour faire une pause café du matin. Et donc, merci encore pour cette double entrée en matière fracassante.